son invitation. Une invitation à me rendre dans un département, justement, en voiture et pas en avion. Je déteste l'avion. J'étais il y a quelque temps dans la Loire-Atlantique, en Vendée, et tout ça, il faut prendre l'avion. Alors, dès le mois de juin, je ferai transférer le ministère de l'Intérieur à Marseille. Et ça, je serai à 2 pas de chez moi. Je pourrais y aller en métro, s'il n'y a pas grève. S'il n'y a pas des gens sur la voie. C'est comme ça que l'on appelle les incivilités ou les agressions à Marseille. Il y a des individus sur la voie. Merci à notre hôte qui nous reçoit dans ce magnifique établissement. Je vais peut-être rester ce soir d'ailleurs. On me dit qu'il y a une décoration derrière nos affiches qui, si j'ose dire, sont alléchantes. Et merci à nos amis du DPS qui assurent, si besoin était, la sécurité et la bonne marche de notre réunion aujourd'hui, même si les agitations, les agités des NPA ou Nuit debout, vous savez pourquoi ils s'appellent Nuit debout? C'est parce que la journée, ils sont couchés, ils dorment. Ils dorment. Il est beau, il est généreux, le système social français. Ça leur permet de passer des nuits agitées. Bien, donc merci à vous de me recevoir. Je vous présente d'ores et déjà mes meilleurs vœux pour cette année 2017 de santé. Il va vous en falloir. Il va vous falloir une santé de fer, au moins jusqu'au mois de juin. Et ensuite, bien sûr, car la période qui s'est ouverte il y a quelques jours et qui va se développer, c'est une période qui fera date, à n'en pas douter, dans l'histoire de France. Car, vous le savez, Marine a rendez-vous avec la France. Il ne s'agit pas, cette fois, il ne s'est jamais agi, bien sûr, mais quand même, nous avons toujours combattu avec le candidat des Patriotes durant de nombreuses années. Je crois qu'il y a quand même parmi nous des anciens, voire très anciens militants, et il y a une nouvelle génération qui vient, non pas nous remplacer, compléter, enrichir. Et bien nous avons toujours combattu pour réaliser le meilleur score possible. Mais cette fois, il faut bien le reconnaître, et l'or porte ça non seulement par la voix, par les tripes et dans son cœur, nous avons cette fois la possibilité non seulement de nous qualifier pour le second tour, mais de remporter cette élection présidentielle. Ce n'est pas une envie de militants ou de patriotes, c'est une nécessité absolue. Ce n'est pas pour faire plaisir à Marine Le Pen ou quelques-uns et quelques-unes, bien sûr, qui auront la lourde responsabilité de composer son gouvernement et sa majorité parlementaire. Il s'agit ni plus ni moins de l'avenir de la France en tant que pays libre et souverain. Il s'agit de nous poser la question de savoir si, à l'issue de ces élections présidentielles, la France restera française ou pas. Il s'agira de savoir si le peuple français restera français dans un pays, dans une France libre. Pas étonnant que le deuxième tour des élections législatives soit le 18 juin. Ce n'est pas seulement la date anniversaire de Waterloo. C'est aussi l'appel à tous les patriotes, à toutes celles et ceux qui souhaitent que la France redevienne un pays libre et souverain. Pour cela, nous allons devoir guerroyer et avec force et de façon quotidienne, inlassable, car la bataille va être rude. Et pourtant, nous devons la mener, car vous le savez aussi bien que moi, vous êtes des hommes et des femmes, des Françaises et des Français, qui vivaient chaque jour la réalité de notre pays et les conséquences de la politique menée par nos adversaires. Celles et ceux qui s'apprêtent à se présenter à nouveau devant nos compatriotes à l'occasion de ces élections présidentielles et ensuite législatives, nous disent aujourd'hui, cette fois, nous avons les solutions.
Nous avons le bon programme. Je suis l'homme de la situation ou la femme de la situation. Parmi les 7 chevaliers de l'Apocalypse des Républicains qui se sont faussement opposés pendant les primaires, et tellement primaires, il y a quelques semaines, et qui ont tous essayé de vous faire croire qu'ils étaient des hommes neufs, et qu'ils allaient répondre cette fois aux dangers qui nous, pas seulement nous menacent, mais qui nous pourrissent la vie, qui sont des réalités, et bien que cette fois, ils allaient prendre les mesures que les Français attendaient. Pourtant, ces hommes et cette femme, si des fois vous les aviez oubliés, ce que je comprendrais, je vous en rappelle les noms. Il s'agissait de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, justement président battu, ancien ministre de l'Intérieur, ministre de l'Économie, celui qui avait vendu une partie de notre stock d'or à des prix défiant toute concurrence pour essayer déjà de réduire le déficit. Nous avions son ancien Premier ministre, M. Fillon. Nous avions son ancien ministre des Affaires étrangères, M. Juppé. Des anciens ministres comme Nathalie Ceausescu-Morizet. Oui, une femme de tolérance et d'ouverture pourvu qu'on soit d'accord avec elle. Comment ça se lit dans son regard qu'elle est prête à réouvrir les camps de rééducation. Elle a quand même fait partie de celles qui prétendaient être candidate à la présidence de la République. Il y avait l'ancien président du parti, M. Copé, qui a atteint des sommets, je crois 1% des voix. C'est ce qu'il représente. Sa famille est encore en partie à voter pour lui. M. Poisson, qui a été un petit peu l'attraction, la nouveauté, la fausse nouveauté de cette primaire, et vous l'aurez remarqué, il n'a jamais été question vraiment de débat. Aucun n'a jeté à la figure de l'autre son bilan, puisqu'ils ont le même. Ils ont partagé le pouvoir dans les mêmes gouvernements pour appliquer donc la même politique. Et sorti de là, M. Fillon, plus connu sous le nom de Courage Fillon, celui qui a été élu par dépit, par élimination. Alors je ne suis pas allé voter à l'occasion de cette élection, j'avais quand même autre chose à faire, et 2 € aujourd'hui, c'est 2 €, c'est précieux. Eh bien, mais pour avoir entendu ici et là les commentateurs ou les électeurs eux-mêmes, ils ne voulaient plus de Papy Juppé, ils ne voulaient plus de Sarkozy, l'échec. Et donc en dépit est sorti du chapeau, oui, de l'urne, M. Fillon, parce que M. Fillon, personne ne l'attendait, car personne ne le voit. Et c'est là tout son parcours politique. M. Fillon, c'est celui qui a toujours été derrière quelqu'un. C'est le planqué de la classe. Il a été derrière Seguin, il a été derrière Balladur, il a été derrière Chirac, il a été derrière Sarkozy, il a toujours laissé les autres prendre les critiques à sa place, et pourtant il a été un ministre et un Premier ministre zélé. Mais jusqu'à présent, il était à l'abri des coups. Tout ça lui a donc permis de sortir du chapeau, avec un score honorable, mais entre des gens de droite, ultra-libérale, étant assez favorable à ce que l'on casse la sécurité sociale, à ce que le modèle économique soit toujours plus libéral. Mais 3 millions d'électeurs, ça ne représente pas les 44 500 000 électeurs français. Et sorti de cette fausse épreuve, il a fallu lancer une alerte enlèvement. M. Fillon a disparu. Parce qu'il a fallu là qu'il entre, ou il devait entrer dans l'arène politique, dans le débat, dans le vrai débat, face à Marine Le Pen. Puisque les autres, on va en parler rapidement, en tout cas, il faut me dire, hein, de toute façon je verrai quand certains d'entre vous tomberont, et là, s'endormiront, je me dirais que j'ai été trop long, comme d'habitude. Donc M. Fillon, une fois qu'il a vu les caméras se diriger vers lui, les commentateurs
lui poser des questions à lui, sur son bilan. Il a pris quelques semaines de vacances et il a envoyé les autres à sa place. Et pendant ce temps, eh bien, Marine Le Pen a commencé à faire connaître qui était le vrai Fillon. Et M. Fillon, c'est, sans remonter jusqu'au calendrier grec, puisqu'il est quand même député depuis 1981, date historique et de triste mémoire. Je ne dirais pas qu'il nous rappelle les heures les plus... Je dirais qu'il nous rappelle les heures les plus roses. Rose, comme on dit ici. Nous, à Marseille, on dit rose. Au Sénat, on dit rose. Les heures les plus sombres du rose de notre histoire. Bon, donc M. Fillon, ça fait des décennies qu'il est élu et qu'il participe à la vie politique, ministre et Premier ministre de 2007 à 2012. Quel est le bilan de l'action menée par François Fillon? 1 million d'étrangers de plus. 1 million de chômeurs de plus. Quelques centaines de milliers, voire plusieurs millions de pauvres de plus. 600 milliards d'euros de dettes de plus, dont seul le tiers, selon la Chambre nationale des comptes, la Cour nationale des comptes, est imputable à la crise. Vous savez, Fillon, je me planque. Ah, mais c'est pas moi, c'est la crise. Seul le tiers est imputable à la crise, selon la Cour des comptes. Monsieur Fillon, c'est aussi la création du culte français, du Conseil français du culte musulman, avec en son sein l'Union des organisations islamiques de France, qui elle-même est largement composée du Tabligh, de quelques frères musulmans. C'est donc la reconnaissance officielle par la République comme interlocuteur de fondamentalistes islamistes. C'est le financement plus ou moins déguisé et public de certaines mosquées. Voilà qui est le vrai Fillon. C'est une immigration de masse plus importante que celle opérée par Lionel Jospin. Il faut quand même le faire. Fillon, c'est 12 500 postes de policiers et de gendarmes supprimés. Voilà qui est M. Fillon. C'est la CMU, l'AME accordée à tous les clandestins de la Terre, pendant que vous payez toujours plus vos mutuelles et que l'on vous explique qu'il faut accepter le déremboursement de certains médicaments. Parce que vous avez la chance d'avoir un emploi, vous avez la chance d'avoir un toit, un emploi de misère, bien sûr, et des impôts qui vous écrasent. Mais au nom, comme me le disait le ministre de l'Extérieur, M. Cazeneuve, avant qu'il ne devienne le premier sinistre, il me disait, alors que je l'interpellais au Sénat, sur, j'allais dire mon souhait, sur notre souhait, sur la nécessité de fermer les frontières en pleine crise des clandestins, mais pas des migrants, venus via la Turquie, il m'a répondu, et je lui demandais d'imiter en cela nos amis hongrois. Vous en souvenez peut-être, les Hongrois ont fermé les frontières, leurs frontières, et ils ont subi une campagne médiatique, politique internationale qui a duré 15 jours. Et puis ça a fini par passer. Mais par contre, ce qui est passé aussi, ce sont les étrangers. Comme ils n'ont pas pu s'arrêter en Hongrie, ils sont venus jusqu'à Paris et dans la Drôme. J'ai donc demandé au ministre de l'Extérieur, M. Cazeneuve, de fermer les frontières. Il m'a répondu que la tradition d'accueil héritée de 1793 fait l'honneur de la France et de la République. Donc quand vous parlez à ces gens-là d'une situation concrète, de ce que vous vivez, de ce que nous subissons au quotidien depuis des années, mais avec un pic en 2016 sur cette déferlante migratoire, une réalité donc, l'on vous répond, idéologie de 1793, qui n'est pas une date très glorieuse, soit dit en passant, pour notre République, puisqu'il s'agit là de l'année de la terreur, durant laquelle celles et ceux qui avaient confirmé, on va dire, leur foi et leur attachement au roi, alors là, ils ne trouvaient pas M. Bernard-Henri Lévy pour venir les aider, ou quelque association de la tolérance et du vivre ensemble, ils montaient directement à l'échafaud. Bon, je ferme la parenthèse. Donc la réalité, c'est celle-là, c'est que M. Fillon, qui se présente aujourd'hui comme étant une sorte de
renouveau, il nous parle aujourd'hui de remettre en cause, les accords de Schengen. Alors qu'il en a été un ardent défenseur. Je vous rappelle qu'il a été lui aussi un des organisateurs de ce congrès qui a voulu l'effacement, on va dire, de ce que vous aviez décidé en 2005, à savoir le rejet de la Constitution européenne. Eh bien, M. Fillon a participé, a été de ceux qui, en 2007, au Congrès, réunissant les députés et les sénateurs, ont voté le traité de Lisbonne, qui est exactement à la virgule près, comme disait Giscard d'Estaing, la Constitution européenne. Donc M. Fillon, qui voudrait nous faire croire aujourd'hui qu'il est proche du peuple, qu'il va remettre en cause Schengen, qu'il va remettre quelque peu les frontières, qu'il va s'intéresser à l'insécurité. Il est une fois de plus dans une volonté de vous tromper. Vous le savez, si vous êtes là, c'est que vous êtes convaincus. Mais il va falloir porter ces quelques chiffres, pourtant moi j'ai une mémoire de poisson rouge, mais ces chiffres-là, et la politique de M. Fillon, elle date de quelques mois, allez, 5 ans, c'est rien. Mais il y a quand même pas mal de nos compatriotes qui l'ont oublié. Une actualité en chassant une autre, une politique, ou du moins un personnel politique en chassant un autre, on oublie vite dans ce pays. Il va donc falloir faire des piqûres de rappel sur les marchés, auprès de vos familles, de vos amis, qui seraient tentés, c'est la tentation, par les discours de M. Fillon et de ses amis. Quant à la gauche, on ne tire pas sur une ambulance, on ne va pas tirer sur un corbillard. Quand même, un peu de charité. Bien que on achète bien les chevaux. J'ai pas dit cheval, hein. Ici, moi, le Valls. J'ai changé. Non, mais il mérite quand même le César, l'Oscar, le 7 d'or du grand foutage de gueule, quand même. Pardonnez-moi ce vocabulaire, mais il a été ministre, ministre de l'Intérieur et de l'Extérieur, ministre des cultes. Premier ministre, Manolo la Tremblote. Quand il a Marion Maréchal en face de lui, il est tout ému. Beaucoup d'hommes le sont. Lui, de façon assez curieuse. Eh bien, Manuel Valls, qui a l'origine du mariage homosexuel, lui aussi du déni en matière d'insécurité, un immigrationniste forcené, sauf quand il est sur sa ville. Là où il réclame, quand il se rend sur un marché de sa ville, il réclame un peu plus de white et de blanco. Il y avait une caméra qui traînait, mais à lui, ça lui est pardonné. C'est comme Chirac qui parlait du bruit et des odeurs, ça lui est pardonné aussi. Et quand vous êtes au Front National, vous n'avez pas le droit de critiquer la politique d'immigration. C'est comme ça, on le sait. Bon, ben écoutez, Valls, donc Premier ministre, ministre de l'Intérieur, il démissionne, 15 jours après, lui, j'ai changé. Le 49.3, c'est pas moi. On m'a obligé. Ah, ils sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires. C'est... non, mais quand on a envie de rigoler un peu, il faut... à dose homéopathique, hein. Parce que ce soir, vous avez le deuxième round. Vous avez le débat entre les 7 mercenaires du grand n'importe quoi. Moi, le seul débat que je vais regarder ce soir, c'est Olympique de Marseille, AS Monaco. Je n'aurai pas la force de regarder autre chose, parce que les 7, encore une fois, Montebourg, perché au sommet de sa prétention dégoulinant de suffisance, Monsieur Benoît Hamon, ministre comme Montebourg, ministre du... comment ça s'appelait? Du redressement productif. Ce serait écrit en Union soviétique. Il n'y a plus que le plan quinquennal. Qui en a encore dans ce cirque-là? Il y a Benoît Hamon, il y a Montebourg,
Payon. Il paraît que dans la vie, c'est un type très sympa. Il devrait rester dans la vie, hein, de tous les jours. Il devrait y rester. Il est très sympa, Payon. C'est un idéologue. D'idéologue. Donc la contraction fait idéologue, un idéologue. Mais c'est un taliban socialiste. Comme quoi, vous voyez, tous les talibans ne portent pas la barbe, portent aussi des lunettes rondes et un beau costume. C'est lui qui est un forcené aussi à l'école de la théorie du genre. Le sait-il, lui, qu'il est un homme? Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il en est convaincu? Peut-être pas. Il est convaincu d'être socialiste, en tout cas. C'est un vrai socialiste, un pur jus, haineux envers les patriotes, comme on en trouve beaucoup, mais lui, vraiment, c'est la cellule souche. Et il est là, ministre de l'Éducation, qui n'avait plus rien de national. Qui on a encore dans cet orchestre-là? Nous avons une dame, Madame Pinel. Bon, 6 hommes, une femme. Chez les Républicains, il avait fallu qu'il y ait des guérinistes. Ça vous dit rien, ça, Guérini, ici? C'est un socialiste. Donc vous avez Don Corleone, et juste à côté, vous avez Guérini. C'est pas loin. D'ailleurs, je ne sais plus qui avait eu ce mot, qui disait il est ni de droite ni de gauche, il est donc du milieu. C'est l'ancien président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Enfin, c'est surtout son frère qui est sulfureux, mais vous savez, les Guérini, on a l'esprit de famille. Et M. Guérini, il a donné sa signature, il a soutenu Mme Ceausescu-Morizet pour qu'elle puisse se présenter à la primaire de droite. Donc nous avons M. Benamias. Non, on ne retient même pas leur nom. On ne retient même pas leur nom, c'est ça qui est dramatique. Pour dire à quel point ils ont marqué les esprits. Bon, enfin, nous avons là un bouquet de roses fanées depuis longtemps. Et il n'y a qu'eux ou elles qui ne le savent pas. Ils le sauront, en tout cas celui ou celle qui va sortir du terreau, c'est pas du chapeau, le saura dans quelques semaines, à l'occasion du premier tour des élections présidentielles, que les Français en ont soupé de cette politique socialiste, mais il faudra, là encore, leur rappeler que la politique socialiste n'est qu'un pendant, le pendant de gauche de la politique unique qui est menée depuis des dizaines d'années dans notre pays et qui est la politique mondialiste, euro-mondialiste. Il y a des euromondialistes de gauche, il y a des euromondialistes de droite. C'est un habillage. Ils forment tous les deux la même médaille, côté pile, côté face, la même médaille de l'euromondialisme qui présente un bilan donc commun, désastreux. Tout à l'heure, nous avions la chance, parce que ce n'est pas tout le temps le cas lorsque je me déplace, et d'autres orateurs nationaux dans les fédérations, nous avions la chance d'avoir des représentants de la presse locale. Il y avait le Dauphiné et la Tribune, qui nous ont posé des questions. Donc beaucoup sur les élections législatives, je les comprends, ils veulent parler du local. Et il s'étonnait que nos adversaires et leurs politiques ne trouvent aucune grâce à mes yeux. Il me disait, mais il n'y a pas un point sur lequel vous pourriez dire du bien. Mais j'ai écouté, moi, je vous présente le bilan, je vous laisse libre, monsieur le journaliste, de me contredire et vous-même de me rappeler, si je l'ai oublié, quel serait le domaine, l'action positive qui aurait été menée par les mondialistes de gauche entre 2012 et 2017 et les mondialistes de droite de 95 à 2012 avec un intermède de Jospin. Je vous écoute. Est-ce que c'est dans le domaine de la sécurité? Il y a dans notre pays en réalité 12 millions de Français victimes d'insécurité selon une étude de victimisation. Pas les plaintes enregistrées au commissariat, qui sont de l'ordre de 4 millions. Mais vous savez, quand vous allez au commissariat, on vous dissuade de déposer plainte. On vous propose la main courante de revenir. À Marseille, quand vous voulez déposer plainte, il faut aller dans les quartiers nord de la ville. C'est-à-dire quand vous arrivez là-bas, vous déposez 2 plaintes, parce que vous avez été agressé sur le chemin, et une 3e en prévision quand vous allez rentrer chez vous.
Donc tout est fait pour dissuader nos concitoyens, nos compatriotes, et vous-même donc, de déposer plainte. La situation sur le plan de l'insécurité est en réalité dramatique. Le journaliste n'a rien trouvé à redire. Sur le plan de l'immigration, on n'avait même plus un phénomène d'immigration massive. Vous savez, moi j'ai fait comme cursus universitaire de formation, j'ai fait l'ENA, l'École nationale de l'affichage, ou HEC, hautes études de collage. Je ne me suis pas, je vous l'avoue, formé dans les grandes écoles de la République, mais dans la meilleure, dans les quartiers nord de Marseille, dans ses rues, ses quartiers, ses boulevards, ses noyaux villageois, ses cités, son collège, son lycée, sa fac. Je suis allé 4 mois, c'est pour ça que je dis que j'ai un bac plus 4 mois. Mais j'ai un bac plus 30 années de militantisme et de réalité du terrain. Alors, je sors de Marseille, hein, parce que notre présidente Marine Le Pen me dit oh, quand est-ce que tu vas un peu sortir de Marseille? Elle était vachement étonnée quand elle m'a vu à Bracher. Elle a failli tomber à la renverse. Et donc moi, comme vous, mes convictions politiques et la parole que je porte, elle prend sa source, prennent leur source dans la réalité du terrain. Et quand vous avez grandi à Marseille, dans les quartiers nord, qui étaient des quartiers populaires, dans le sens unique du terme, parce qu'aujourd'hui, quand on dit populaire, il faut déchiffrer. C'est le terme choisi pour masquer, comment dirais-je, migratoire ou immigré ou multiculturel, et encore multiculturel, il faudrait qu'il y ait quand même encore la composante européenne. Or, lorsque vous avez grandi dans les quartiers nord de Marseille, dans le centre de Marseille, et même que vous avez eu le temps de connaître votre département à l'âge de 3-4 ans, et puis que quelques années plus tard, à l'âge de 47 ans, oui je sais, je fais beaucoup plus jeune, vous ne pouvez qu'émettre un diagnostic, ou le diagnostic suivant, pour avoir observé, vécu au quotidien l'évolution, les conséquences d'une politique d'immigration. Eh bien aujourd'hui, force est de constater qu'il ne s'agit plus seulement d'une immigration massive, mais d'une immigration de peuplement, voire de remplacement. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Alors je vous le dis, et le redis, je ne tire pas cela de quelconque lecture, de théorie rédigée, imprimée, diffusée par certains. Moi, je n'ai pas le temps de lire des pavés de doctrine ou encore une fois d'idéologie. Mais je dis ce que je vois. Et ça choque. Ah, au Sénat, ça les choque. Ah, voilà, vous les voyez avachis sur leur fauteuil avec 40 années de mandat. 1 kilo par mandat. Bon, ça va, j'ai que 2 années de mandat, donc ça va. J'ai que 2 années de mandat. Vous leur parlez d'immigration, ils s'accrochent au plafond. Vous pouvez leur dire ce que vous voulez, personnellement, sur eux, leur famille, ce qu'on ne fait pas, bien sûr, mais c'est le sujet tabou. C'est vraiment le dogme qui relève du religieux. Il ne faut pas mettre en question cette politique qui est censée enrichir notre pays. Or, encore une fois, il suffit d'observer nos rues, nos villes et nos campagnes. Et nos campagnes. Et nos banlieues. Pour constater que ce phénomène est en train de modifier nos traditions, nos coutumes. En tout cas, elles sont contestées. Maintenant, quand vous voulez faire une crèche, on dirait que vous avez rejoint Daesh. C'est quand même extraordinaire, les campagnes de certaines associations qui se mobilisent pour faire interdire une crèche de Noël dans une mairie. C'est la mairie des 13e et 14e arrondissements, c'est dans les quartiers nord. Quand on a dit mairie du 7e, c'est mairie du 7e secteur. Donc, 2 arrondissements, 13e et 14e, les quartiers nord de Marseille. Dans ma mairie, il vient beaucoup de gens du quartier. Pas tous descendants de Vercingétorix.
et qui sont très contents de découvrir depuis 3 ans la crèche. Très contents. Ils ne se sentent pas offensés, ils ne se sentent pas discriminés, ni agressés, parce qu'ils savent très bien que ça fait partie de nos traditions, de nos coutumes, et ils les respectent. Il est même arrivé à l'issue d'un mariage que je célébrais. J'avais encore mon écharpe et il y avait là, devant la crèche, un type d'une 50aine d'années, donc très jeune. Il me regarde, il me dit, alors regardez la crèche, il me regarde, il dit, vous êtes le maire? Je dis, oui, je suis le maire. Il me dit, ils sont cons ces Français. Il dit, moi aussi je suis français, mais je suis d'origine algérienne. On était en pleine polémique sur les crèches. Il me dit, mais la crèche, c'est bien la crèche. Moi, quand j'étais minot, on la faisait la crèche à l'école. Pour vous montrer à quel point ces associations de talibans, là, de laïcards extrémistes, qui sont animés par la haine de ce que nous sommes, par la haine de soi, et qui se mobilisent pour faire interdire nos traditions, eh bien, cette démarche, elle n'est pas soutenue par celles et ceux qui ne partagent pas, à la base, je dirais, nos traditions, mais eux, ils les respectent. C'est quand même assez extraordinaire, et je tenais quand même à le souligner. Ce qui ne doit pas faire oublier que cette immigration, cette politique d'immigration, doit être combattue, et il ne faudra pas compter sur Fillon ou sur le candidat de gauche pour s'y atteler. Un domaine donc largement négatif. Est-ce que dans le domaine de l'emploi, ça va mieux? Bon, 6 millions de chômeurs réels. Une fois qu'on les a tous comptabilisés, vous avez remarqué comme moi que les observateurs et nos adversaires, surtout lorsqu'ils sont au gouvernement, nous présentent les chiffres du chômage avec des catégories A, B, C, Z, W, X, Y, la métropole, nos compatriotes d'outre-mer de notre côté, comme s'ils n'étaient pas des Français à part entière. Eux, ils ont le droit de faire de la discrimination quand il s'agit de présenter les chiffres du chômage. Hein. Bon, mais nos compatriotes d'outre-mer sont des Français, point. Donc les chiffres du chômage doivent être comptabilisés en un seul et même résultat. Eh bien, le chômage, c'est 6 millions de familles qui sont impactées. 9 millions de pauvres, alors qu'on est en train de nous dire qu'il faut accueillir les migrants parce que nous avons les moyens de le faire. 9 millions de pauvres dans ce pays, on n'en est même plus à parler de chômage. 3,5 millions de Français mal logés. À Marseille, j'ai appris récemment par la rumeur populaire que j'allais accueillir de force ou de force, parce que ça ne sera pas de gré, des nouveaux migrants dans mon secteur. Mais je l'ai appris par la rumeur. Donc j'ai appelé le préfet. Voilà, j'ai appris qu'il y aurait 145 migrants qui seraient logés dans tel quartier, dans le quartier du Merlan, dans un centre universitaire. Ce n'est pas le préfet que j'ai eu, mais la secrétaire générale de la préfecture qui me dit non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Et pas dans une cité universitaire, mais oui, mais c'est bien au Merlan. Grand foutage de gueule. C'est-à-dire que le maire de secteur que je suis, sénateur, n'est même pas informé de ce qu'ils sont en train de nous préparer. Donc il va y avoir des migrants, je dis mais ils ne viennent pas de Calais ceux-là, puisqu'a priori Calais c'est terminé. Il dit non, ils viennent d'ailleurs. Je lui ai dit, c'est vrai que la source est inépuisable. Mais ils viennent dans les quartiers nord, hein. Ils ne viennent pas chez eux. Parce que ce soit le préfet à l'égalité des chances. Je ne sais pas si vous avez ça dans la Drôme. Le préfet à l'égalité des chances, vous avez? Tant mieux. C'est pas bon signe quand on l'a celui-là. Hein. C'est pas bon signe. Lui, il est là pour s'occuper vraiment de l'autre. Vous savez, l'autre. Celui à qui on donne tout, et vous, à ceux à qui on prend tout. Lui, il est là pour gérer l'ingérable. Donc tout ce qui est migrants, clandestins, les campeurs de l'Est, donc les Roms. Vous avez, vous, les campings? C'est pas les campings paradis, là, hein, c'est les campings Roumanie. Et les campings Roumanie, je le souhaite à personne. Bon, il est là pour gérer ça, lui. Eh bien, donc nous avons le représentant de l'État, quelque part, qui vous dit on s'en fout de vous. On s'en moque du sénateur, on s'en moque du maire, on s'en moque donc des Françaises et des Français.
qui sont en train de crever de froid dehors, l'on préfère accueillir des clandestins. Et ils vont être logés, chauffés, nourris. Ils vont même visiter le secteur. Ils auront même des compétitions sportives. Ne rigolez pas, c'est vrai. C'est ce qui est proposé aux migrants qui ont été accueillis dans le 13e arrondissement de Marseille. Il y a une, comment on appelle ça, une maîtresse de maison. Ils ont baptisé ainsi une sorte d'animateur social qui s'occupe de ces migrants, de les mener à la préfecture, de les mener chez le médecin, de leur faire visiter le quartier, la région, de leur fournir un pécule pour qu'ils puissent aller un petit peu se promener parce qu'ils sont tout à fait libres, pendant que nos compatriotes n'arrivent pas à se loger. Pendant que nos compatriotes, certains d'entre eux, il y en a à peu près 300 par an, vont mourir de froid. Je ne sais pas, merci pour vos applaudissements, mais je ne sais pas si cela doit s'applaudir, mais en tout cas, cela doit se sanctionner. Et cela doit intervenir à l'occasion de ces élections présidentielles à venir, car trop, c'est trop. Est-ce que l'on doit se réjouir de la situation sur le plan social, où l'on ne cesse de nous dérembourser, de nous ponctionner, pendant que c'est CMU et AME à gogo pour les autres? Donc aux journalistes, je dis, mais dans quel domaine voulez-vous ou pensez-vous que nos adversaires méritent, sinon une médaille d'or, au moins une médaille de bronze? Il a été, je lui ai laissé le temps de la réflexion, incapable de nous le dire, parce qu'il n'y en a aucun. Alors face à ces représentants, que ce soit M. Fillon, M. Valls ou Montebourg, celui qui sortira de ce champ de ruines, et M. Macron, j'allais oublier l'amuseur public, enfin l'amuseur médiatique, M. Macron, qui ne cesse de monter à l'échelle des sondages, et qui voudrait nous faire croire qu'il est le nouveau, le perdreau de l'année. Lui aussi, il a changé. Il a été ministre de l'économie, il nous a saigné à blanc ou à rose. Mais il a le culot de nous dire que lui, avec lui, ça va changer. Lui qui voudrait se faire passer pour un homme du peuple. Alors je rappelle que François Hollande n'est pas allé le chercher au guichet de la Poste, mais au guichet de chez Rothschild quand même. Hein. Il n'y a pas de honte à travailler chez Rothschild. Mais qu'il nous la joue proche du peuple, alors qu'il a passé sa vie à en être éloigné et à le saigner à l'occasion de son passage au gouvernement, c'est quand même assez fort de café. Lui qui le dit, ça ne se sait pas encore dans les chaumières, mais on va entrer dans la campagne, dans la vraie. Et Marine Le Pen va faire sonner aux oreilles des Français qui est le vrai Macron, comme qui est le vrai Fillon. Et bien Macron, c'est toujours plus d'Europe, c'est-à-dire toujours moins de souveraineté, si tant est qu'il nous en reste encore un peu, toujours plus de souveraineté nationale transférée à l'Europe. Monsieur Macron, c'est toujours plus d'immigration. Monsieur Macron, c'est toujours plus de laxisme en matière de sécurité. Monsieur Macron, c'est un homme du système. Il est le représentant de l'euromondialisme, mais avec un costard un peu plus sympa, plus jeune, le sourire ultra bright. Mais ça ne change en rien, il est l'un des adversaires de notre modèle, qui lui représente la véritable et la seule alternative qu'ont déjà choisi nos voisins britanniques et américains. Car jusqu'à présent, ça fait combien? Personne ne dort, mais encore reçu aucun nougat à travers la figure. Ça. Si vous voulez les envoyer, envoyez-les, je les ramasserai après. L'on nous disait il y a encore quelques mois, alors que nous participions à cette ascension de façon plus accélérée encore que par le passé du Front National, de ces idées, que nous assistions à la victoire de nos idées qui se concrétisaient dans les urnes, premier parti à l'occasion des élections européennes, avec ce résultat aux élections municipales, 2 sénateurs, donc cette formidable ascension, les observateurs ne sachant plus comment maîtriser, je dirais pas la bête, le phénomène,
Mais de toute façon, Madame Le Pen, vous êtes isolée sur le plan international. Là, vous avez le soutien populaire pour les élections locales, mais sur le plan national, les Français ne se laisseront pas tromper, car vous serez seuls, vous serez isolés sur la scène internationale, vous ne pourrez négocier, ni même dialoguer avec qui que ce soit. Or, entre-temps, c'est passé ce qui a plongé la classe politique et médiatique dans comment dirais-je, dans une dépression. Ils sont au bord du suicide. C'est l'ordre du temple solaire. Il fallait voir leur gueule le matin de l'élection de Donald Trump. J'ai été réveillé par un ami qui disait, parce que moi-même je l'espérais, mais avec ce matraquage médiatique mondial, ça, les ondes ont dû aller jusqu'à Jupiter, c'est pas possible, il ne passera jamais. Comme le Brexit, hein. Le Brexit, il ne devait jamais passer, il est passé, mais bon, les Britanniques, ils ont toujours cette attitude un peu surprenante. Allez, les Britanniques, c'est les Britanniques, mais les Nord-Américains, non. Ça ne passera pas, Trump, c'est pas possible. Et le matin de son élection, enfin, en tout cas pour nous, le matin, j'ai allumé la télé très tôt. Oh, quel spectacle! Mais quel spectacle extraordinaire! Le petit agité du bocal, là, d'Anal Plus, là, comment ça s'appelle? Celui qui, le petit fécal, le petit journal. Comment il s'appelle déjà? Yann Barthès. Le bobo dans toute sa splendeur. Donneur de leçons. Ça m'étonnerait qu'il prenne ses vacances dans les quartiers nord de Marseille. Ils viennent pratiquer le vivre ensemble. Parce que ces gens-là, ils sont pour le vivre ensemble, mais ils ne sont pas pour le vivre avec. Vous voyez la nuance? Le vivre avec, c'est pour nous. Eux, ils sont dans la religion du vivre ensemble. Eh bien, cette religion, M. Barthès, c'est plein d'autres. Il nous en récite les versets chaque jour. Il les déverse sur les écrans de télé, dans certains journaux, et leur analyse politique fine, hein, parce que ce sont évidemment des gens dotés d'une intelligence supérieure qui les avaient poussés à être convaincus de la victoire d'Hillary Clinton. Alors si vous les aviez vus, si vous aviez vu sa bobine ce matin-là, on aurait dit qu'il venait de perdre sa famille dans un incendie un quart d'heure plus tôt. Qu'on venait de tuer femmes et enfants, enfin qu'il avait appris qu'il avait une grave maladie. Non, c'était l'élection de Donald Trump. L'élection, hein. Il n'a pas pris la Maison Blanche avec les GI, il a pris des bulletins de vote. Mon Dieu, la démocratie s'est exprimée. Quel scandale! Quel scandale! Et il ne s'y attendait pas. Tout ça pour vous dire, alors que Donald Trump avait subi une campagne, mais de haine, allant de Wall Street jusqu'à Hollywood. C'est-à-dire toute la frange des Américains coupée des réalités de 99% du peuple américain. Eh bien, le peuple a parlé. Le peuple a saisi cette opportunité que constitue le bulletin de vote et il a fait un bras d'honneur démocratique au système américain, comme les Britanniques l'avaient fait quelques mois plus tôt avec le Brexit, comme a failli le faire le peuple autrichien, comme l'avait fait le peuple autrichien il y a quelques mois, si une magouille électorale n'avait pas empêché le candidat des patriotes, hein, pas un candidat d'extrême, je sais trop quoi, d'être élu. Et comme l'ont fait les Italiens en ayant renvoyé M. Matteo Renzi à ses études. Donc le mouvement national, le rejet de ce système euromondialiste, immigrationniste, qui asservit les peuples. Ce mouvement, il n'est plus seulement franco-français, il n'est plus seulement européen, il est mondial. Les peuples sont en train de se libérer, et bien au mois d'avril et au mois de mai, c'est à notre tour de s'en libérer. Car c'est possible, et je conclurai, car c'est possible. Il suffit encore une fois d'observer nos adversaires qui redoublent de violence dans leurs propos. On va en baver, je préfère vous le dire. Aujourd'hui, on va manger la galette des rois, on va manger autre chose pendant 2 mois ensuite, hein, ou 3 mois. Ils vont nous en faire avaler des couleuvres, n'est-ce pas, madame l'ancienne déléguée du personnel
de la CFDT. Voilà où nous en sommes dans ce pays. Vous avez le droit, vous avez tous les droits de dire du bien du système, de supporter le système, de défendre le système. Eh bien, financier, et avec ses comment dirais-je, ses représentants et ses idiots utiles, les syndicats, les partis politiques, les idiots utiles, comme disait Vladimir, pas Poutine, hein, Lénine. Une certaine presse. Je vous rappelle quand même que, selon un sondage réalisé parmi les journalistes, 80% d'entre eux se positionnent à gauche et 20% à l'extrême gauche. Imagine. Et quelques suicidaires qui sont pas à gauche. Bon, dans l'ensemble du système, je ne parle même pas des églises. Parce qu'en 2002, au soir de l'élection, non pas d'élection, mais de la qualification de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle, les évêques n'étaient pas les derniers. Hein. Le poisson pourrit toujours par la tête. Mais ils ne représentent pas tous les catholiques. Et nous nous adressons ni aux catholiques, ni aux juifs, ni aux musulmans, ni aux hommes, ni aux femmes, ni aux jeunes, ni aux moins jeunes. Nous nous adressons à tous les Français, quels qu'ils soient. Nous nous adressons à la communauté, à la seule que nous reconnaissons, j'allais dire comme être vivant, c'est la communauté nationale. Celles et ceux qui se reconnaissent dans la communauté nationale, dans son histoire, dans ses racines, dans ses traditions, peuvent se projeter avec nous dans son avenir commun. C'est là la condition. C'est pas d'être catholique pratiquant, ou juif pratiquant, ou agnostique, ce que vous voulez. C'est d'aimer la France d'abord. Voilà ce que nous attendons de celles et ceux qui sont sur notre territoire, qui aspirent à devenir français ou qui le sont devenus grâce à la naturalisation, eh bien, qu'ils aiment ce pays et qu'ils en respectent les lois et les traditions. Eh bien, Marine Le Pen s'adresse à l'ensemble de ces Français, garantira leur liberté, y compris leur liberté syndicale. J'y reviens, parce que dans ce pays de liberté, de démocratie, alors que vous menez une action syndicale en faveur de tous les salariés, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, leur race, leur religion, vous défendez le salarié et vos qualités de syndicaliste, de délégué du personnel sont reconnues. Si vous avez le malheur de faire savoir que vous êtes candidate chez les patriotes, eh bien vous êtes voué aux gémonies. Ce pays est la dernière république soviétique d'Europe, avec quelques métastases du KGB qui se sont cachés ici et là au sein de certaines centrales syndicales et politiques et qui pratiquent la chasse aux sorcières. Pourtant, je ne vous ai pas vu de balai, avec une grande marmite. Voilà dans quelle démocratie nous vivons. Et ils nous font la leçon en plus. Et ils font la leçon à la terre entière. Ils ont fait la leçon à Clinton, à Clinton si on veut. En tout cas à Trump, ils ont fait la leçon aux Britanniques. Ils ont fait la leçon à Poutine, à Bachar al-Assad. On voit où ça a mené. Maintenant, c'est la Russie et l'Iran qui sont à la table des négociations. La France, circuler, petit pays. Je ne reviendrai pas sur la Libye avec Sarkozy. Chaque président, manifestement, il y a un concours de celui qui déstabilisera le plus la planète, de celui qui créera le plus les conditions de l'immigration massive. Sarkozy avait déjà frappé un grand coup en Libye en renversant son ami Kadhafi. Je vous rappelle qu'il avait accueilli dans les jardins de l'Élysée, il avait planté sa tente, le bédouin. Le bédouin Kadhafi, je les confonds tous les deux, comme disait Coluche. Avant de participer à son assassinat. Bon, vous ne voulez pas rembourser? Qui ne voulait pas rembourser? Et aujourd'hui, vous avez aux portes de la Libye un torrent migratoire. Et puis comme François Hollande n'aime pas être en retard, les socialistes n'aiment pas être en retard d'une erreur, il a fait la même, mais en Syrie. Et un nouveau front de l'immigration massive s'est ouvert. Bref,
La démocratie, la France, en tout cas, celles et ceux qui sont censés la représenter, la défendent très mal. En France, la défendent aussi très mal ailleurs. Preuve notre ami donc qui, alors que c'est une passion, ne vient pas déléguer du personnel comme ça, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Hein, c'est une passion chronophage, on reçoit des appels à la maison, fait bon, hein, c'est comme une action politique. Et alors que cette action était rondement menée et appréciée par tous, eh bien, là, moi je suis Front National, je suis patriote. Diabolique. Ah mais il faut choisir. C'est soit le syndicat, avec toutes ses valeurs, soit l'abominable femme des neiges, Marine Le Pen. C'est pas la reine des neiges. Quand on est patriote, on est jusqu'au bout des ongles. Donc notre amie restera candidate militante au Front National et je la félicite pour ce courage et cette implication totale. Voilà la démocratie que nous subissons, une démocratie contrôlée, une démocratie qui fait que le premier parti de France a 2 sénateurs et 2 députés. Que le premier parti de France n'a pas pu remporter une seule région. Si le système a un tour à la proportionnelle qui a existé jusqu'en 1998, eh bien, s'était encore appliqué en 2015, eh bien, nous aurions remporté 15 ou 16, c'était quand les élections, ça passe tellement vite. 15, hein, c'est bien ça, hein, décembre. Nous aurions remporté au moins 6 régions. Mais les grands démocrates en ont décidé autrement. 2 tours. Dès le soir du premier tour, ils étaient en train de, peut-être même avant, les socialistes, comme ils le savent si bien le faire, ont déserté. L'histoire nous l'a prouvé. Dès que ça chauffe, ils s'en vont. Et le système, c'est une fois de plus ligué contre nous. Alors, ça risquerait de vous décourager, mais je souhaiterais que vous vous souveniez que cette fois a encore été la bonne, mais qu'il s'agit peut-être de la dernière. Que le plafond, dont on nous dit qu'il serait de verre, on nous dit qu'il existerait un plafond que nous ne pourrions crever. Nous nous en rapprochons à grands pas. Et que cette fois sera la bonne parce qu'encore une fois, trop c'est trop. Le plafond avant c'était 25, puis ça a été 35, puis maintenant c'est 45. Alors les derniers pas, les derniers points sont les plus difficiles à obtenir, c'est sûr. Mais moi je pense que vous êtes comme moi, vous qui êtes déjà sur le terrain, vous l'entendez comme moi, qu'il y a un ras-le-bol et une volonté de vrai changement, avec un patriotisme économique intelligent, avec un État qui intervient quand c'est nécessaire, avec une volonté de rétablir la sécurité dans ce pays en remettant en ordre le pays en 5 ans, que ce soit sur la sécurité, que cela soit sur notre identité, notre économie, notre budget, notre souveraineté, y compris militaire. C'est possible quand on veut. Une dernière anecdote, et cette fois, c'est promis, je me tais, car vous l'avez constaté, je n'ai même pas besoin de boire. Je suis un chameau marseillais. Le géant industriel Ford aux États-Unis avait annoncé bye bye, je vais construire une usine au Mexique, plus d'1 milliard d'euros, je crois. Il n'a pas été nécessaire pour Trump de réunir des experts, de faire comment dirais-je, une réunion à la Maison-Blanche comme nous on en subit. Le Premier ministre a convoqué les représentants du personnel, les représentants de ceci, les représentants de l'entreprise à Matignon pour essayer de trouver une solution. Et ça dure, et ça blague, et ça blague, et ça dure des heures et des années. Et puis on apprend qu'Alstom va être racheté par que l'autre a mis la clé sous le... Trump a dit, enfin il a pris son téléphone, il a tweeté. Ça tient à 140 caractères. Et voilà, si vous partez, je vous taxe à 35%. Ça a été simple, clair, net, et ça a été compris. Bon, ben finalement, on revient, hein. On revient. Alors, non seulement il a dit vous restez, mais vous allez là, dans cet État qui a besoin d'emploi, qui subit le chômage. Oserais-je dire qu'il en faut dans le pantalon.
Bon, mais en France, c'est une femme qui en a le plus dans le pantalon, vous voyez? Celle qui a le plus d'attitude politique, hein, j'entends bien, sur le plan politique. Il suffit de vouloir, il suffit de dire merde au système. Je fais ce que je veux dans l'intérêt de mon peuple, parce que c'est lui qui m'a élu, et je suis à son service, et pas au service des actionnaires de Ford. Quand on veut, on peut. Eh bien, mesdames et messieurs, Marine veut, et elle le fera, en ayant porté à l'Élysée dans quelques mois. Il ne tient qu'à nous de guerroyer. Je vais revenir sur un dernier point. Ça peut paraître dérisoire, mais vous savez, quand on perd de 98 voix un canton, ça a l'air de rien, 98 voix, c'est rien un canton. Quand vous perdez une élection législative de 700 voix sur 30 000 votants, et surtout 30 000 abstentions, ce phénomène, il peut se produire au niveau national. Surtout lorsque vous savez que sur les 98 voix, en réalité, vous êtes plongé sur les cahiers d'émargement au soir du deuxième tour, et vous avez pu constater qu'il y avait 150 signatures des mêmes électeurs entre le premier et le deuxième tour. Je ne sais pas si entre-temps ils étaient passés au bistrot, vous avez une cuite sévère, rien à voir. À l'occasion des législatives, donc j'ai perdu à 699 voix en 2012, vous avez celle qui était proche de la candidate socialiste, condamnée depuis, condamnée à 1 an de prison ferme. Elle ne les fera pas, elle aura un joli petit bracelet. Pas Chanel, mais un bracelet quand même. Qu'en réalité, j'avais 700 voix d'avance une fois que les bureaux de vote ont fermé, mais que, pas en réalité, in fine, par le miracle socialiste, j'ai eu 700 voix de retard. Et il y a des bureaux, 4 ou 5 bureaux sur plus de 75. La 3e circonscription, je crois qu'il y a plus de 70 bureaux. Il y avait quelques bureaux où il n'y avait pas de représentants du Front National. Ils sont seuls dans les bureaux au 2e tour. Si Marine Le Pen n'a aucun de ses représentants. C'est pour ça qu'on évoque la nécessité de surveiller les bureaux de vote. Ils ne reculeront devant rien pour sauver leur peau. Parce qu'il s'agit là de sauver leur peau, s'ils sont battus. Vous vous rappelez de ce que dit Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs, quand il est ministre des Finances, lui aussi, et que la reine lui retire sa toison d'or, et qu'il lui retire son poste de ministre. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais rien faire, je suis ministre. Donc s'ils sont licenciés, puisqu'ils seront licenciés en 2017, mais ça va être très difficile pour eux. Donc il faut à tout prix sauver leur poste et le système, et ils ne reculeront rien, y compris jusqu'à aller pratiquer ce qu'ils savent si bien faire, surtout si personne n'est là pour les contrôler. Donc moi je vous invite vraiment, évidemment, les tracts, les affiches, mais à vous porter volontaire pour garder les bureaux de vote. Marseille, c'est jusqu'à 20h. Ici, c'est 18h, c'est ça? 19? Bon. C'est vraiment garantir, sécuriser la victoire. Ne pas le faire, c'est nous mettre en danger. Tant de mois et d'années, pour certains, de décennies d'efforts, réduits à néant si, pour quelques heures, pour 2 dimanches, nous n'avons pas eu l'opportunité, nous n'avons pas créé l'opportunité de pouvoir être libres ces jours-là, ces dimanches-là, pour garder les bureaux de vote. Mesdames et messieurs, vraiment, faites l'effort. Si nous sommes nombreux, eh bien, on garde la moitié du dimanche, et puis quelqu'un vient vous remplacer pour l'après-midi. Ça, c'est une organisation que la fédération mettra en place. Faites cet effort, parce que c'est la garantie de la victoire. Si vous saviez à quel point, quand on gagne, la fatigue disparaît. Quand on a gagné la mairie des 13-14, que personne n'attendait, il n'y avait plus de fatigue. Et on avait marné avec les militants. Donc, encore une fois, c'est vraiment, vraiment, le mot de la fin. Le rendez-vous électoral, qui pourrait être perçu par certains d'entre vous comme un rendez-vous parmi tant d'autres, un rendez-vous de plus, qui se profile à l'horizon, n'est pas un rendez-vous comme les autres. Il s'agit donc de savoir si nous allons continuer dans l'euromondialisme
et être volontaire pour garder nos chaînes, les chaînes que nous avons au poignet, les chaînes aux pieds, les chaînes morales aussi, voire immorales, ou si nous allons les briser, ou si nous allons reprendre notre liberté. Mesdames et messieurs, moi je vous invite à prendre affiche, tract, pour que nous regagnions enfin notre liberté en portant Marine Le Pen à l'Élysée. Merci pour m'avoir suivi, sans avoir dormi. Et merci encore une fois à la Fédération pour son invitation à tous et à toutes. Encore une fois, excellente année, pleine de santé, de joie et de bonheur et de prospérité. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci. Bien sûr. Alors bien sûr, encore quelques petites secondes de patience avant de nous restaurer de manger la galette des rois, pendant que c'est encore permis de manger la galette des rois, on ne sait jamais. Certains pourraient penser que c'est discriminatoire, que quand même c'est une marque d'attachement à des traditions qui peuvent heurter l'autre. Donc on va la fêter pendant que c'est encore possible. Mais avant cela, eh bien je vous invite à, comme cela se fait à chaque réunion, à l'issue de chaque réunion du Front National des Patriotes, eh bien d'entonner avec moi, avec nous, notre hymne national, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Vive la drogue, vive le Front National, et vive Marine Le Pen à l'Élysée. Il ne s'agit plus que de quelques jours de patience et d'action. Merci.